Okay, I think we can start now. Bien, je pense que nous pouvons commencer. Je suis ravie de vous accueillir à cette troisième et dernière plénière intitulée L'éducation, les nouvelles règles du jeu du développement durable. Je suis Eva Frema. Depuis le 1er novembre, je suis directrice de Suedet, le Centre international suédois pour le développement durable. Ce centre fait partie d'une université suédoise et nous appartenons également à un groupe. Nous avons également un groupe de recherche. Nous avons également une activité liée aux étudiants ainsi que des écoles de recherche. Je fais également partie de la délégation suédoise à la conférence. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été appelée à modérer cette réunion. Je replace en fait Victoria Thorisson, enrhumée, donc elle n'a plus de voix. Je ferai donc de mon mieux pour la remplacer, mais je vous demande de bien vouloir m'excuser si vous estimez que je ne fais pas aussi bien qu'elle. Donc, comme je le disais, je suis très heureuse de vous accueillir, en particulier d'accueillir les membres du panel, à commencer par Inako Takahashi, vice-ministre parlementaire au ministère de l'Environnement du Japon. Bienvenue, monsieur. Nous avons également Rosa Otunbayeva, ancien président du Kirghizistan et président de l'initiative Rosa Otunbayeva, Fondation publique internationale. Nous avons également Hans van Ginkel, pionnier du mouvement des centres régionaux d'expertise sur le D2. Il est également sous-secrétaire général des Nations Unies et recteur de l'Université des Nations Unies à Tokyo de 1997 à 2007. Et enfin, nous avons Arab Obala, chef du service consommation et production durable à la division technologie, industrie et économie du PNUE. Bienvenue, monsieur. Donc, ce matin, nous allons avoir une discussion à laquelle vous serez appelés à participer dans quelques instants, concerne le troisième élément, l'accélération de l'action en faveur du développement durable. Comment peut-on changer les nouvelles règles du jeu? Réaliser le développement durable implique des changements en profondeur, des attitudes, des modes de comportement et d'action. Les changements d'attitude ne vont pas forcément résulter en changement d'action. Le développement durable, nous dit-on, ne peut être réalisé par des solutions technologiques, des lois, mais l'éducation peut donner lieu à ces changements. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'EDD peut transformer les sociétés, contribuer à la mise en œuvre de programmes dans différents domaines, changement climatique, réduction des catastrophes, biodiversité, etc. Nous verrons également comment l'éducation peut faire avancer les politiques de développement durable pour répondre aux besoins à tous les échelons. Donc, il s'agit pour nous de voir comment l'EDD peut répondre aux changements mondiaux. Ma première question sera la suivante. Comment l'éducation peut-elle répondre aux défis mondiaux? Ceux que je viens de citer, changement climatique, réduction du risque de catastrophe, biodiversité, accès insuffisant à la consommation. Il faut bien voir que l'éducation ne permet pas d'aborder directement ces questions de façon durable. Le problème est peut-être lié à une formation insuffisante. Inako Takahashi, madame, qu'avez-vous à nous dire? Bonjour à tous.
Merci. Merci. Je suis Inako Takahashi. Je suis très heureuse de vous rencontrer tous. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à tous les participants, organisateurs, à vous tous qui êtes venus du monde entier. Je tiens à vous remercier de l'appui que vous manifestez à l'EDD. Et je vais donc essayer de répondre à la première question. Il existe des défis mondiaux tels que le changement climatique, les catastrophes, la biodiversité, la consommation durable, qui font partie intégrante en fait de notre quotidien. Par exemple, il faudrait que nous éteignions la lumière lorsque nous n'en avons pas besoin. De plus en plus de gens le font aujourd'hui de façon automatique. C'est devenu pour eux un geste naturel au quotidien, car ils réfléchissent aux conséquences sur leur vie d'un manque éventuel d'électricité. Donc je crois qu'ils ajustent leur comportement quotidien sur ces problèmes. Et je crois que l'éducation permet, je crois, à tout un chacun de prendre conscience de cela. Il serait bon, je crois, que chacun adopte des initiatives analogues. Même une seule initiative adoptée par un grand nombre de personnes aurait un impact considérable. Et je pense que l'EDD vise non pas à faire un grand nombre de choses par une minorité, mais faire en sorte qu'une majorité de personnes fassent ne serait-ce qu'un nombre limité de choses. Et je pense que ce serait un bon objectif pour la société. J'ai eu l'occasion de me rendre en Allemagne dans le cadre d'une mission que j'ai effectuée. Et j'ai pu constater qu'en Allemagne, l'EDD était très avancée, qu'en fait, elle reposait sur une vision à long terme et que les enfants en Allemagne ont véritablement intégré l'EDD dès un très jeune âge, ce qui veut dire que adultes, eh bien, ils seront conscients de l'EDD, ils élèveront leurs enfants en ce sens et que donc les générations futures seront conscientes de l'EDD. Mon ministère, le ministère de l'Environnement, met l'accent sur le renforcement des capacités dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Pas simplement dans le cadre des établissements d'enseignement, mais à tous les niveaux, ONG, société civile, entreprises, etc., qui participent toutes à cette initiative. Donc les choses ne se font pas simplement au niveau des écoles, mais à tous les niveaux. Dans les familles, partout, nous pensons que les bonnes pratiques environnementales devraient être intégrées. C'est ainsi que nous allons pouvoir contribuer à la conservation de l'environnement au niveau mondial. Merci. Rosa a la parole. Bonjour à tous. Le XXIe siècle, grâce à l'initiative du Japon, a commencé par l'EDD et cela pourrait durer encore 90 ans. En tant qu'unique planète où vivent des humains, il faut bien voir que nous vivons dans un seul village finalement, d'où la nécessité de nouvelles attitudes. La conférence de Nagoya conclut la première DEDD, la première décennie, et aujourd'hui va être annoncé, proclamé le premier programme d'action globale qui orientera notre action pour les 10 années à venir. Je me félicite de cette déclaration de Nagoya sur le DD. Sans aucun doute, l'éducation change les règles du jeu. Grâce au Japon et à l'UNESCO, l'éducation est mise à la disposition de tous. « 6% du budget consacré à l'éducation, on peut se demander si c'est un chiffre véritablement suffisant. Ce sont des chiffres qui ont été cités le premier jour.
lorsqu'on évoquait les besoins en matière d'éducation. Il est important de changer les manuels, mais cela ne se fait pas nécessairement. Et je dirais que dans un certain nombre de pays, les manuels n'ont pas évolué, ce qui veut dire que les enfants continuent à étudier sur les mêmes manuels, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur leur éducation. Et dans un monde marqué par une crise économique prolongée, il est clair que les investissements dans le secteur de l'éducation ne sont pas en augmentation, car ce qui semble compter le plus pour les gouvernements à l'heure actuelle, c'est la reprise économique. Et puis, il faut bien voir aussi qu'il y a tout cet aspect business, je dirais, du secteur de l'éducation pour gagner de l'argent, parce que il y a une mode également en matière d'éducation. Pour ce qui est de l'environnement et de l'éthique, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui se posent encore. Il y a le problème de la réduction de la pauvreté, des tensions politiques entre pays et régions, qui font que les gens n'ont pas le temps de penser au développement et à la durabilité et qu'ils se tournent vers d'autres problèmes. Je relève l'absence d'un grand nombre de délégations qui n'ont pas pu se rendre à Nagoya en raison des difficultés et des troubles dans leur pays. L'éducation commence à un très jeune âge. Il y a un livre très célèbre de Masaru Buka qui dit que après 3 ans, il est trop tard. C'est un livre très célèbre chez nous. Nous sommes convaincus que l'éducation de la petite enfance est un programme qui doit être prioritaire pour les Nations Unies après 2015. Et hier, nous avons été à la session de la jeunesse. Eh bien, la moitié du club de Madrid, un très grand nombre donc de chefs d'État et de gouvernement, travaillent à faire passer l'information selon laquelle les jeunes, la jeunesse devrait être intégrée à la prise de décision en ce XXIe siècle. Mais ils ne sont pas assez nombreux à penser de la sorte. Nous avons eu hier un débat extrêmement intéressant lors d'une session consacrée à l'avenir de l'EDD au XXIe siècle. L'éducation tout au long de la vie est apparue très clairement comme une solution, par exemple, pour des femmes plus âgées qui sont confrontées à des problèmes. Nous sommes convaincus que dans tous les pays, il est important que les filles bénéficient d'une éducation. Aucune fille ne doit subir ce qu'a subi Malala. Et je pense que tous les bureaux de l'UNESCO, partout dans le monde, se devraient de mettre en place des initiatives dans le cadre du plan d'action de l'EDD. L'EDD doit imprégner les esprits des enfants, des parents, des enseignants. Mais je ne pense pas simplement à la rationalité. Je pense qu'il y a d'autres éléments très importants, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel. La connaissance ne vaut pas grand-chose si elle n'est pas fondée sur des valeurs éthiques. Et je souhaiterais qu'un second Oscar soit remis à Hayao Miyazaki, qui, sans aucun doute, est le meilleur ambassadeur de l'EDD.
Il a fait beaucoup en faveur de l'EDD. Nous serons bientôt 9 milliards d'habitants sur cette planète. Alors qu'il y a de moins en moins d'animaux, d'oiseaux, de poissons, le monde animal disparaît petit à petit. Or, les chefs d'État et de gouvernement ne se sont pas engagés à faire quoi que ce soit en faveur du monde animal. Aucun tribunal n'a été constitué pour protéger les animaux. Eh bien, je pense que nous devrions nous unir pour sauver la vie de nos partenaires que sont les animaux sur la planète. Pensez aux tigres, aux léopards des neiges, aux éléphants. Il faut construire des bioréserves, des réserves de biosphère, des zoos, des musées. Et dans les pays en développement, il faudrait aussi créer des musées qui ont un rôle essentiel à jouer dans le domaine de l'éducation. Merci. Some of your issues later. Nous reviendrons sur ces questions dans quelques instants. Je donne la parole à Hans. Thank you very much, Ben. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier l'UNESCO ainsi que le Japon d'avoir organisé cette conférence. Je pense qu'il est très important, en effet, à intervalles réguliers, de faire le point et de se tourner vers l'avenir. C'est ce qu'a fait le gouvernement allemand il y a 5 ans. Nous le faisons de nouveau ici. Et nous nous réjouissons à la perspective de la mise en œuvre du programme d'action globale. Le monde de l'enseignement supérieur et les autres univers de l'éducation se sont engagés à contribuer à ce processus. Alors, la question qui a été posée était de savoir si effectivement c'était une nouvelle règle du jeu, et ça m'a intriguée. J'ai réfléchi à la question, est-ce que l'éducation change ou est-ce que le développement durable change? Les deux changent-ils? Ou est-ce que ça change? Et quelque chose qui effectivement se constituerait une nouvelle règle du jeu, c'est quelque chose qui modifierait profondément la situation. Et l'éducation, d'une part, c'est vrai, doit apporter aux générations futures et communiquer d'ailleurs sur cela ce que nous savons. Mais lorsqu'on veut vraiment transformer les choses, changer les choses, il faut aussi s'aventurer dans des domaines dans lesquels nous n'avons pas de connaissances. Il faut envisager des moyens d'éduquer que nous n'avons pas eu l'occasion d'expérimenter. Il faut donc réfléchir à ces nouvelles règles du jeu. Et je pense qu'il est très important de réfléchir aux nouvelles connaissances, nouvelles perspectives, nouvelles idées. En ce qui concerne l'éducation, c'est vrai, mais aussi en ce qui concerne le développement durable. Et il est bon de constater que depuis Johannesburg, il y a ce lien qui a été établi entre tous les niveaux de l'éducation primaire, secondaire, supérieure, professionnelle, formelle, informelle, non formelle. Et puis, il faut aussi réfléchir au fait que peut-être que lorsque on fait le point sur la situation, on s'aperçoit qu'on a appris davantage en dehors de l'école qu'à l'intérieur de l'école. Ce qui ne veut pas dire que l'école, ça n'est pas important, parce que l'école donne une structure à ce qu'on va apprendre par la suite. Mais en parallèle, il faut aussi instiller la volonté d'en apprendre plus, d'en faire plus. Au sein des universités, des établissements supérieurs, en général, on a pour mission de développer régulièrement de nouvelles connaissances. Mais ces nouvelles connaissances n'émanent pas simplement de ce type d'établissement. Ces nouvelles connaissances émanent aussi simplement du bon sens, du fait de bien connaître le contexte local et régional. En regardant autour de nous, en ayant des contacts avec les différentes parties prenantes qui ont différents points de vue sur la réalité. Et c'est pourquoi, dans ces centres régionaux d'expertise, nous nous sommes efforcés de réunir toutes ces parties prenantes
Et nous devons aussi réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de l'école, ce qui pourrait se faire en dehors de l'école. Dans un pays comme le Japon en particulier, lorsqu'on réfléchit à la réduction des risques et l'atténuation des catastrophes, il faut voir comment est-ce qu'on peut informer chacun, comment chacun peut tirer les enseignements des événements préalables. Et trop souvent, dans notre monde, on fait référence à des solutions technologiques. Je me souviens quand nous avons tenu la conférence sur la réduction des risques de catastrophe, nous avons publié un ouvrage, No Risk to No Risk. Mais no, non pas NO, mais comme savoir, to know. Donc nous avons une société assez étrange à certains égards. Nous ne souhaitons pas que le gouvernement soit trop impliqué. Et puis par ailleurs, eh bien, c'est le gouvernement qu'on blâme lorsque quelque chose se produit et qu'il y a des victimes. Donc on tient le gouvernement pour responsable de certaines choses dont on ne souhaite pas qu'il soit responsable à d'autres moments. Donc c'est très étrange ce qui se passe dans notre société. Et pour connaître les risques, c'est là que l'éducation c'est important aussi, et pas seulement dans les écoles, mais dans différents contextes d'apprentissage. Et il faut préparer les populations pour cela. Et chacun est responsable. Personne ne doit être exclu. Il ne faut pas penser, nous sommes les enseignants, ils sont les apprenants. Nous sommes à la fois les enseignants et les apprenants, chacun d'entre nous en même temps. Et ça, on l'oublie souvent. Ça, c'est une autre façon donc d'orienter. Comme l'a dit Bernardo hier, il ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire, mais il veut qu'on l'aide, qu'on le guide, qu'on l'oriente. Et un représentant des jeunes a dit qu'il y avait tendance dans les générations plus anciennes de dire, eh bien voilà, on s'est très mal débrouillé, maintenant c'est à vous de trouver des solutions. Et le représentant des jeunes a dit non. Non, on va pas vous laisser vous en sortir aussi facilement. Vous êtes responsable aussi. Il faut qu'on agisse de concert. Et ce sont là des messages forts qui émanent de cette conférence. Et lorsqu'on veut relever les défis du changement climatique et de ces autres thématiques qui ont été débattues, eh bien, il faut réfléchir à différentes façons de traiter de ces questions dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines. Il faut agir de concert, comme je l'ai dit. Et il faut aussi établir un lien avec la société. Et les établissements ne devraient pas se dire, bien voilà, ça c'est notre mission institutionnelle. Et au-delà de cela, eh bien, nous n'avons pas d'autres responsabilités envers la société. Non, nous avons toujours une responsabilité envers la société. Et c'est pourquoi nous nous sommes efforcés de faire en sorte que ces centres régionaux d'expertise soient non seulement des institutions, des établissements où l'on s'efforce de trouver de nouvelles stratégies pour l'éducation, mais nous souhaiterions aussi traduire ces propos en actions concrètes. Et par exemple, il y a une règle qui veut que tous les étudiants des différents établissements doivent aller dans la société, s'impliquer dans des projets réels pour apprendre concrètement sur le terrain. Il faut faire converger la théorie et la pratique. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Merci. Very well said, Hans. Thank you. C'était très bien formulé, Hans. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a certains points sur lesquels nous allons revenir. Vous avez la parole. Bonjour et merci. Merci au Japon, à Nagoya et à l'UNESCO de nous avoir invités ici. Je suis ravie d'être ici et nous coordonnons, il est vrai, un grand nombre d'activités ensemble. Alors, les nouvelles règles du jeu. Moi aussi, j'y ai réfléchi, mais sous un angle différent. Lorsque je vois les enfants aujourd'hui, lorsque je regarde mes enfants, comment est-ce que ils savent gérer les nouveaux équipements, les nouveaux logiciels, les ordinateurs, les téléphones, les jeux, sans même lire le mode d'emploi, en inventant au fil du temps, eh bien moi je suis très impressionnée parce que moi il me faut des semaines et bien des migraines pour arriver à faire un petit pourcentage de ce qu'ils font. Mais lorsqu'on discute avec eux, d'un autre domaine d'action, le monde, la société,
eh bien là, on a un positionnement très différent, la façon dont ils perçoivent les choses. Et on s'aperçoit qu'ils sont complètement perdus. Perdus parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour appréhender cela. Mais ils ont aussi la capacité de se servir des nouvelles technologies, de les maîtriser comme nous ne savons pas le faire. Donc si l'on veut vraiment changer les choses, nous devons pouvoir conjuguer ces deux aspects. La capacité des jeunes à comprendre les nouvelles technologies, à les utiliser, et je dirais la capacité qu'ont les autres à comprendre le monde, avancer, à faire avancer les choses. Et il faut pouvoir expliquer aux gens et inclure dans nos cursus des éléments qui permettent d'expliquer les règles du jeu dans le monde. Sinon, après, il n'y aura plus de jeu, il n'y aura plus de monde. Et l'éducation est l'outil le plus puissant dont nous disposions pour cela. Et quand on parle d'éducation, et ça, je veux dire que ça a été là-dessus qu'on s'est axé ici. On parle des gens qui sont à l'école, quel que soit leur âge, de 3 ans à 25 ans. Mais l'éducation, ça devrait aussi s'appliquer aux décideurs. Et ça, on l'a vu dans nos activités et entrées à la consommation et production durable. Et bien entendu, je prêche pour ma paroisse. C'est là la trajectoire pour un développement durable. Mais bon nombre de décideurs aujourd'hui ne comprennent pas comment gérer cette production et consommation durable, comment les intégrer dans une approche prospective et à intervalles réguliers. Désolé, donc si j'utilise ces termes, il a fallu éduquer régulièrement les diplomates des différentes agences pour les amener à mieux comprendre les interactions, les défis et les opportunités qui s'offrent à nous. Et ça, c'est ce que nous devons faire aussi au sein du système éducatif, nous assurer que les apprenants se positionnent en tant qu'acteurs de la société et ne se contentent pas de faire une chose, qu'ils comprennent bien qu'ils font partie d'un système qu'ils réinventent dans certaines régions du monde. On appelle ça des communautés. À Singapour, en Chine, on parle de communautés de vie. On recrée le cadre de vie de village pour que chacun se sente responsable de ce qui se passe autour de lui. Et plus tard, on pourra parler d'électricité, de l'eau, etc. J'espère qu'on aura le temps d'évoquer des exemples. Mais le système éducatif aujourd'hui, et je dois dire, par rapport à ce que moi j'ai connu il y a un grand nombre de décennies, et ce que je vois aujourd'hui, eh bien peu à peu, on voit qu'on a perdu de vue le concept de citoyen par rapport au concept d'individu. Et le système éducatif a une responsabilité énorme à ce titre. Nous sommes de moins en moins des citoyens. Lorsque nous quittons les écoles, les universités, nous devenons des individus spécialisés qui travaillent en isolation sans bien comprendre les interactions du système. Et là, il y a non pas vraiment des défis, mais du moins si l'on pouvait ouvrir la boîte, mettre les choses à plat et essayer de comprendre les différentes interactions en expliquant à ceux qui sont éduqués et aux éducateurs eux-mêmes, eh bien, quel est le cadre dans lequel nous fonctionnons, nous travaillons, en insistant sur le fait que nous avons tous des opportunités de devenir des citoyens responsables. Le système éducatif n'est pas bien défini dans ce sens. Et je dois dire que j'ai été invitée à me rendre dans des écoles de commerce, les business schools, d'où viennent les grands dirigeants, pour leur présenter une perspective différente. Et j'étais surpris de voir que des étudiants en maîtrise ou en doctorat eh bien, réagissaient en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas connaissance de ce contexte pour pouvoir mieux se positionner. Dans 20 ans, il y aura 2 ou 3 milliards de consommateurs de la classe moyenne supplémentaires. Et ce sont eux qui vont diriger le monde dans la façon dont ils vont consommer, dans la façon dont ils vont agir en tant que consommateurs responsables. Ils sont éduqués aujourd'hui. Si l'on ne change rien à notre façon d'agir, eh bien, on va à notre perte. Nous n'avons pas les ressources nécessaires, donc il faut nous assurer que nous allons changer, que nous allons vraiment changer la donne
et les règles du jeu pour sauver la planète. Une consommation responsable, c'est essentiel. Un grand nombre de pays travaillent en étroite collaboration. Dans ce sens, nous avons travaillé en Tanzanie, au Chili, en Indonésie, pas seulement dans les pays développés. Lorsqu'on parle de consommation durable, immédiatement, tout le monde a en tête les plus riches. Oui, ils ont la responsabilité de montrer l'exemple et d'agir. Mais les pauvres aussi peuvent agir sur la consommation durable pour utiliser au mieux les ressources limitées qu'ils ont. Et le système éducatif est très important à cet égard. Et aujourd'hui, si l'on se rend dans les villages, l'enseignement au niveau des villages, ça se fait encore au sein d'une communauté et les gens comprennent la valeur de ce qui les entoure. Et lorsqu'on en arrive à la ville, eh bien là, on a des individus et non plus des citoyens. Merci, merci beaucoup. We will move on to. Nous allons passer à la question suivante parce que le temps passe. Je vous demanderai d'être un peu plus bref dans la réponse que vous allez apporter maintenant. Donc, deuxième question. Comment est-ce que vous estimez que l'éducation est prise en compte dans les débats actuels sur les objectifs de développement durable, en gardant à l'esprit le fait que cela doit être utile pour une action cohérente pour le développement durable? Et par ailleurs, donc, vous avez tous déjà évoqué cela. Il y a des obstacles d'ordre politique, économique, liés au genre également. Et donc, comment est-ce que l'éducation peut nous permettre de surmonter ces obstacles? Nous allons commencer par Rosa. Bien, l'éducation, c'est un outil, un instrument qui nous permet de construire des sociétés animées par la tolérance, une compréhension profonde des autres. Et je dois dire que le monde n'est pas prêt aujourd'hui. Il y a en effet encore ces mouvements extrémistes avec des conséquences graves pour le développement. Moi, là, je souhaite évoquer les 400 millions de migrants. C'est la 4e population en nombre sur la Terre. Et je pense que dans chaque pays, l'éducation devrait aider nos enfants, les aider à faire montre de tolérance, à comprendre les autres, à avoir effectivement la conviction que ça peut être là une situation temporaire. Moi, je suis allée à New York, j'ai visité les musées et j'ai vu comment l'Amérique, qui était si fragmentée, les Italiens, les Irlandais, les Allemands, tout le monde se retrouvait sur ce continent. Et puis, il y a eu convergence. La société a agi de concert pour faire en sorte que chacun soit inclus dans cette société. Je dirais que le monde aujourd'hui, en effet, présente une situation très complexe. Oui, je suis d'accord avec vous. Les jeunes sont moins des citoyens et plus des individus aujourd'hui à certains égards. Mais par ailleurs, il faut bien voir que ces jeunes sont confrontés à de tels défis avec ce contexte mondialisé où il y a des incursions dans d'autres pays, où il faut accepter l'existence des autres. Et je pense que le monde développé doit être conscient, en effet, de ces problèmes financiers, économiques qu'il connaît aujourd'hui. Et je comprends que l'éducation ait du mal à faire face à tous ces problèmes. Et je ne pense pas que la science politique ou la science qui analyse la société reflète bien toutes ces difficultés qui caractérisent le XXIe siècle. Et les tensions ne font que s'accroître.
Aujourd'hui, nous faisons face non seulement à des problèmes économiques, mais d'ailleurs pour en revenir à la guerre froide, par exemple, on constate une évolution dans ce sens encore. Et donc, bien d'autres défis nous attendent encore. Rosa, d'après vous, quel est le lien entre l'éducation et les objectifs de développement durable? Peut-être que vous souhaiteriez nous en dire un peu plus sur ce point? Oui, donc, l'éducation, je répète, donc, puisque vous avez été appelé à parler des nouveaux objectifs de développement durable, quel est le lien avec l'éducation? Oui, non, ça c'est clair. Je pense que sans l'éducation, on ne peut pas avancer. L'éducation, c'est un outil, c'est un fondement, c'est essentiel pour chacun. Aujourd'hui, le monde est à l'école. Lorsqu'on dit que 40% des populations sont analphabètes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éducation. L'éducation, on la trouve partout, à la maison, dans la rue, dans les écoles. Et c'est vrai que la situation est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Mais je pense que le DD, ça ouvre tant de possibilités. C'est un concept nouveau. Et je pense qu'il va falloir encore revoir les choses. On voit bien ici le grand nombre de pays représentés à cette conférence. Des pays qui s'efforcent vraiment de mettre en œuvre cette EDD à l'école, dans les systèmes d'éducation. Et d'autres pays qui ont une approche beaucoup plus étroite, qui ne prennent en compte que les aspects environnementaux. C'est un concept beaucoup plus vaste qui comprend les aspects sociaux, politiques, économiques également. Merci Rosa. Inako. 今いろいろなお話を伺ってて一つお話 Merci. J'ai écouté les différents commentaires qui ont été faits par mes collègues et j'aimerais évoquer un point spécifique. Moi, je viens d'une des zones qui a subi le grand tremblement de terre de mars 2011 et nous avons reçu beaucoup de soutien et vraiment je suis très reconnaissante pour le soutien que nous avons reçu. Et certains intervenants ont évoqué les expériences du Japon. Il est vrai que nous devons tirer les expériences des catastrophes passées, les enseignements de ces expériences et des zones côtières qui étaient des parcs naturels ont été dévastés par le tsunami. Et actuellement, le ministère de l'Environnement essaye de redévelopper ces zones pour qu'elles redeviennent des parcs où chacun peut se promener. Et ainsi, dans ces nouveaux parcs régionaux sur la côte de Tohoku, chacun pourra en apprendre plus sur la nature, l'environnement, la coexistence entre l'être humain et l'environnement. Le Japon a surmonté bien des épreuves depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien des catastrophes et nous souhaitons donc réfléchir au message que nous pouvons transmettre à d'autres pays. Et je pense que ça, c'est un rôle important que doit jouer le Japon. Alors ici, pour les OMD, la date butoir est 2015 et il s'agit donc de toute une série d'objectifs et on évoque maintenant les objectifs de développement durable dans le cadre des Nations Unies. Le Japon a pris part à ces discussions et l'objectif 4, l'éducation. Et cet objectif doit inclure le DD. C'est la proposition du gouvernement japonais. Notre gouvernement a suggéré qu'on inclue le DD dans l'objectif 4 sur l'éducation des ODD. Et je demande à chacun d'appuyer cette proposition du Japon. Ces ODD visent à faire en sorte que chacun
et une éducation équitable tout au long de la vie. Et nous pensons que l'EDD va contribuer à accroître encore la qualité de l'éducation et contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable. Cela va aussi contribuer à transformer les comportements de chacun et je pense que l'EDD est indispensable. C'est un élément essentiel de cet objectif. Et je pense qu'en effet, c'est crucial pour chaque enfant. Et j'espère que je peux compter sur la coopération de chacun. Merci. Oui, oui, très bien. Ara, vous avez la parole. Donc, comment vous avez abordé la question de l'éducation? Eh bien, moi, j'ai collaboré étroitement à l'élaboration des ODD. Et le processus à New York a été très intéressant parce qu'on a comparé ça. En fait, je peux dire que c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus interactif que les OMD. Et comme cela vient d'être dit, l'objectif 4 traite spécifiquement de cela. Il y a un certain nombre de cibles, c'est vrai, mais il y a aussi des cibles liées à l'éducation dans le cadre d'autres objectifs. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on comprend bien le caractère transversal de l'éducation. Il ne s'agit pas d'une question reflétée au sein d'un seul objectif. Et il faut bien aborder les choses sous cet angle. L'objectif de consommation et production durable, par exemple, fait intervenir l'éducation, sensibilisation, autonomisation. Donc, si l'on se penche sur l'ensemble des ODD sous l'angle de l'éducation, renforcement des capacités, sensibilisation, on retrouve cela presque partout. Cela signifie que ça a été clairement compris par les diplomates et les capitales. L'éducation est une question transversale. C'est un outil puissant et nous devons y travailler. Mais ce que nous devons faire, parce que en janvier-février, on va commencer à travailler sur les cibles et les indicateurs, il est donc extrêmement important. Et d'ailleurs, donc si l'on étudie aussi le DD, c'est ce qui va résulter de cette conférence, il faut s'assurer que dans les indicateurs qui seront identifiés, on tiendra bien compte du fait que le monde évolue très rapidement et les systèmes d'éducation doivent s'y adapter. L'évolution technologique, l'évolution des systèmes de connaissances aussi. Ça nous amène parfois à constater que le système d'éducation est à la traîne, a du mal à rattraper les autres évolutions. Ça n'existait pas il y a 100 ans ou il y a 50 ans, mais depuis 10 ou 5 ans, les choses évoluent très rapidement et le système d'éducation ne s'adapte pas. Donc tous ensemble, nous devons nous assurer qu'en analysant les cibles et en travaillant sur les indicateurs, nous tenons compte de la nécessité d'avoir un système évolutif qui s'adapte à l'époque, mais également au contexte. Ça, c'est très important, parce que l'éducation est contextualisée. Si nous avons des principes communs, il faut néanmoins que ce soit adapté aux cultures locales et que ça ne soit pas contraire au contexte. Eh bien, merci pour cette réponse très précise. Hans. Eh bien, moi, très humblement, je dois dire que je ne suis pas d'accord. Lorsque vous dites que le système d'éducation ne s'adapte pas, il s'adapte très vite. Et j'aimerais aussi réagir à ce que vous avez dit initialement. Vous devriez vraiment retourner dans les business schools, les écoles de commerce. Il y a cette initiative 50 plus 20. Une initiative très importante qui met l'accent sur l'inclusion de tous les éléments donc enseignés dans ces business schools. Donc tous les cursus doivent avoir un angle axé sur le développement durable. Donc je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que les choses ne changent pas. Et cela vaut également au niveau inférieur. Chacun s'efforce de faire de son mieux pour apporter sa contribution. Mais j'aimerais aussi en revenir à la question initiale. Et je souhaitais la mentionner que je pense qu'on a déjà parcouru un long chemin, tant pour ce qui a trait au développement durable que pour ce qui a trait à l'éducation.
Lorsque Kofi Annan, en 99, nous a dit qu'il souhaitait avoir une stratégie pour le sommet du millénaire en 2000, eh bien, personne n'avait une idée très précise de la chose. Et à New York, eh bien, ils envisageaient soit l'éradication ou l'atténuation ou la réduction de la faim ou de la pauvreté. Alors, moi, j'ai dit oui. Peut-être qu'effectivement, les politiques et les diplomates ne peuvent pas aboutir à un compromis au-delà de cela. Mais nous venons des universités et les universités sont créées pour comprendre ce qui est complexe. Donc d'abord, il faut déterminer quels sont les problèmes qui se posent. Et on en avait défini 28. 7 pour la paix, gouvernance et sécurité, environnement, développement. On a eu d'excellents documents et d'ailleurs les objectifs du millénaire ont résulté de ce processus. C'était très difficile, hein, il faut le savoir, de faire en sorte que les gouvernements se mettent d'accord sur ces objectifs du millénaire pour le développement. Et Kofi nous a dit que dans l'année qui précédait l'an 2000, il y a 100 chefs d'État qui lui avaient rendu visite et aucun n'avait mentionné l'environnement ou le développement comme problème majeur. Donc il a fallu inventer une stratégie pour faire en sorte que ça soit inclus d'une façon ou d'une autre dans les objectifs du millénaire. Et John Ruggie a décidé de faire une campagne Gallup avec un sondage. 75 pays, 75 000 personnes, je crois, y ont participé dans 60 pays. Enfin, vous pourrez retrouver tous ces détails dans le rapport sur les objectifs du millénaire. Et dans tous les pays, il a été dit que l'environnement et le développement durable, c'était les préoccupations principales de la population, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays en développement. Et c'est pourquoi, eh bien, ça a figuré dans les objectifs du millénaire, la durabilité. Et bon nombre de pays n'étaient pas satisfaits de ce résultat, considéraient que c'était un aspect secondaire. Je dois dire qu'à cet égard, on peut dire qu'après Rio, désormais, on travaille pour l'après 2015, non seulement sur des objectifs de développement, mais de développement durable. Donc, on a beaucoup progressé et chaque élément de ces objectifs de développement durable reflète des questions qui ont trait à la durabilité. Et à cet égard, l'éducation au développement durable est reflétée dans chaque objectif. Certes, l'objectif 4 traite spécifiquement de l'éducation, 4.7 traite plus spécifiquement de l'EDD, et lorsque la formulation peut être plus précise, c'est encore mieux. Donc j'appuie tout à fait l'initiative du Japon. Mais nous en sommes là. Et en ce qui concerne l'éducation, il n'y avait pas de groupe de parties prenantes important après Rio en 92. Tout un chacun parlait de l'éducation, mais il n'y avait pas d'éducateurs présents à Rio. Alors il a fallu lancer une campagne en faveur de l'éducation pour que l'éducation soit incluse. Il y a 98, il y a eu la conférence de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur où l'on a abordé cette question. En 2002, il y a eu la décennie des Nations Unies qui a été lancée et maintenant l'éducation est très présente. Encore une chose. Le monde n'est pas dirigé depuis New York. Alors, quel devrait être le degré de précision des cibles, des objectifs et des indicateurs? Car certes, il y a une gouvernance au niveau des Nations Unies qui établit le cadre général, important pour tous, certes, mais ce qu'il faut, c'est que les gouvernements nationaux mettent en œuvre ces politiques, que les gouvernements régionaux, locaux, agissent et qu'il y ait des institutions pour mettre en œuvre ces programmes. Donc il faut une idée peut-être plus claire et plus précise de notre rôle et de nos possibilités. Hans, merci. Il y a tellement de questions
que j'aimerais poser comme suite à tout ce que vous venez de dire, mais nous n'avons pas le temps. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question avant de lancer le débat dans la salle. Je vous demande d'avoir des réponses aussi succinctes que possible. Cette question, c'est: l'éducation suffit-elle à répondre aux défis du développement? L'éducation, certes, est cruciale, mais elle prend du temps et nous sommes dans l'urgence. L'éducation ne doit pas nous détourner des grands problèmes qui se posent au monde aujourd'hui. Alors, très brièvement, pourriez-vous répondre à cette question? Nous allons commencer par Inako. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire en réponse à votre question, mais je vais essayer d'être brève. Le Japon a pris toute une série d'initiatives, mais elles ne suffisent pas pour l'instant, notamment dans le domaine des ressources humaines, en matière des ressources humaines insuffisantes. D'autre part, il n'existe pas de dispositions prises concernant le matériel éducatif et il n'y a pas suffisamment de coopération et de réseautage en matière de DD. Donc je crois qu'il serait peut-être préférable de commencer à élaborer de nouveaux matériels pédagogiques, de renforcer les capacités et par cette initiative, nous voudrions ensuite renforcer la coopération et les réseaux entre différentes institutions. De la sorte, nous voudrions mettre en place tout un système, toute une organisation qui aurait une fonction, si vous voulez, de noyau central qui connecterait les localités, les communautés. Et c'est ainsi que l'EDD entrerait, deviendrait présent dans toutes les familles, dans la vie quotidienne, par des gestes très simples parfois. Le ministère a essayé de convaincre le gouvernement du Japon d'investir suffisamment dans ces initiatives. Alors, les pays sont confrontés à des défis différents, la biodiversité, le changement climatique. Mais il faut bien voir qu'il ne s'agit en fait pas de problèmes individuels, mais de problèmes mondiaux qui affectent la planète tout entière. Et donc, il me semble important que des pays du monde entier participent à cette conférence à Nagoya. J'espère qu'ainsi nous pourrons renforcer la coopération, le travail en réseau avec des pays du monde entier. Merci. Je voudrais donner la parole à Hans. L'éducation à elle seule n'y arrivera pas. L'éducation est essentielle, certes, mais le Japon, la Suède, l'Allemagne ont d'excellentes politiques, par exemple. Et je pense qu'il serait intéressant de se tourner vers ces exemples pour un grand nombre de pays. Mais il faut également une participation, une intervention des parties prenantes. Et c'est ce que nous faisons dans les centres régionaux d'expertise. Et c'est que de la sorte que nous y arriverons. Grâce à Internet, grâce aux médias sociaux, il est possible de créer des réseaux qui vont créer un espace d'apprentissage mondial entre différents partenaires. Merci, Arabe. Vous pouvez l'applaudir si vous voulez, bien sûr. Merci. Bien sûr que l'éducation est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Pour relever les défis du développement durable, il est extrêmement important que nous intégrions le concept d'éducation et de style de vie durable. Et j'aimerais réagir à ce qu'a dit Hans, et ce sera également ma réponse à la question. Bien sûr qu'il y a des changements partout. Les universités intègrent des programmes comme il y a des bâtiments éco-responsables dans toutes les villes du monde. Mais il n'y en a pas suffisamment, ce qui fait que le changement ne se produit pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas atteint la masse critique qui permettrait de faire bouger les choses au niveau du développement durable. Regardons ce qui s'est passé pour l'éducation.
Nous avons travaillé dans le contexte de la consommation et de la production durable dans la plupart des pays, puis ensuite au niveau des régions, puis ensuite au niveau international. Et c'est comme cela que nous avons réussi à adopter le cadre à 10 ans relatif à la consommation et à la production durable. Donc les choses sont parties du bas pour l'instant. Et c'est le seul programme en fait adopté lors de Rio+20. Il y a donc 2 programmes qui me semblent extrêmement importants. Il y a l'information du consommateur et il y a l'éducation et les styles de vie durables, ce que nous avons d'ailleurs lancé ici. Tout ceci me semble extrêmement important du point de vue de l'EDD. Merci infiniment. Rosa, je vous demanderai d'être brève. L'éducation n'est pas un outil, n'est pas un instrument suffisant. L'éducation doit être un moteur, une base. Mais il appartient au pays et au gouvernement de faire face aux problèmes économiques. Et lorsqu'ils se posent la question des défis économiques, eh bien, ils perdent un peu de vue le style de vie durable, l'éducation durable. Et c'est pourquoi Rio n'est pas non plus au cœur de la planète, n'est pas au centre de la planète, Rio+20. Évidemment que le développement durable est important, mais en fait, cela doit être un moteur pour un grand nombre de pays. Et je pense que d'autres parties prenantes doivent intervenir dans toute cette question du développement durable. Merci Rosa. Applaudissons Rosa. Eh bien maintenant, je vais demander aux participants d'intervenir et je demanderai aux membres du panel de répondre à ces questions. Nous entendrons 3 questions, 3 orateurs du moins. Nous aurons d'abord l'Indonésie qui sera suivie du Kenya. Et puis dans le fond de la salle, je ne vois pas qui vous êtes. Le Zimbabwe. Et puis peut-être encore un autre intervenant, mais je n'arrive pas non plus à lire. Malheureusement, vous êtes trop loin pour que je lise votre plaque. Êtes-vous le Swaziland? Là-bas, dans le fond de la salle. Qui demande la parole? Bon, de toute façon, je donne la parole à l'Indonésie, qui sera le premier intervenant. Et sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous demanderai d'être concis. Oui, je m'appelle Noura. Je suis indonésienne et j'ai 2 questions à poser aux membres du panel. La première est la suivante. Nous savons que l'EDD n'est pas mise en œuvre simplement dans le cadre des écoles formelles. Les enfants n'apprennent pas uniquement à l'école, ils apprennent au sein de la communauté, ils apprennent dans leur famille. Alors, comment mettre en œuvre l'EDD au sein des communautés, par exemple? C'est ma première question. Deuxième question, maintenant, je l'adresse à Madame Inako Takahashi. Comment le ministère de l'Éducation ainsi que le ministère de l'Environnement mettent-ils en place des programmes d'EDD? Est-ce que cette mise en œuvre se fait bien et que font les ministères de ce point de vue? Le Kenya maintenant. Merci Madame la Présidente. J'aimerais davantage faire des propositions plutôt que de poser des questions. À mon sens, le DD ne consiste pas simplement à autonomiser les personnes au niveau des communautés locales. Il faut autonomiser les personnes pour leur permettre d'identifier les défis locaux. Et je pense que nous avons tous une responsabilité, gouvernement, institutions. Et il y a un autre point que j'aimerais souligner. Je pense qu'il faut tirer parti des leçons acquises lors de catastrophes ou autres. On parle de mémoire institutionnelle. Eh bien, je pense qu'il serait bon de conserver pour la postérité le fruit de ces expériences.
On a parlé aussi de consommation responsable. Eh bien, moi, je pense que l'on devrait parler également de façon responsable de se débarrasser des déchets. Alors, on dit que les circonstances changent vite, que les conditions changent vite. Eh bien, il me semble important d'agir vite pour ce qui est de la réforme des programmes d'enseignement, d'agir vite et de façon continue. Oui, je vois que vous voulez la parole Mexique, je vous la donnerai plus tard. Quel était le troisième intervenant? Le Zimbabwe. Vous avez la parole. Oui, nous vous écoutons. Merci. 2 observations. La première concerne le développement de la petite enfance. Il est extrêmement important de nous attacher à cette question et de penser à l'éducation de la petite enfance. En termes de financement, par exemple, que pensent les membres du panel pour ce qui est du financement de tels programmes? D'autre part, les membres du panel ont parlé de changement, de changer les règles du jeu. Le changement, c'est quelque chose qui nous passionne tous parce que nous sommes tous en train de changer. Nous sommes arrivés hier ou avant-hier, nous sommes plus vieux de 2 jours et nous avons déjà changé. Et que nous le voulions ou non, le changement va nous changer. Et il serait bon d'ailleurs que l'UNESCO organise un séminaire sur le changement parce que nous sommes en changement permanent. Oui, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui souhaitait poser une question. Après quoi, je donnerai la parole à d'autres intervenants, mais je souhaiterais que les membres du panel puissent répondre. Je travaille pour Éducation internationale. Alors, l'éducation change-t-elle les règles du jeu en matière d'EDD? Une éducation inclusive de qualité, à mon sens, change les règles du jeu. Les enseignants doivent donc se trouver au centre du processus. En tant qu'agents du changement, ils ont affaire aux jeunes. Aujourd'hui, il y a des écoles dans tous les pays. Donc, si nous voulons faire la différence, il faut cibler les écoles, cibler les jeunes, autonomiser les enseignants pour leur permettre d'aider les jeunes à changer le monde, car ils sont les gardiens de notre planète aujourd'hui et pour l'avenir. Je voudrais dire encore une chose. Il s'agit de l'importance de l'éducation. Et il s'agit de faire en sorte qu'elle soit bien prise en compte dans l'agenda post-2015. En fait, tout se résume à ce qui va se décider à New York. Bon, nous sommes certains pratiquement qu'il y aura un objectif en matière d'éducation, mais sommes-nous certains que cet objectif sera suffisant, assez fort, assez important et qu'il prendra en compte le DD? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons le processus des Nations Unies. Les membres vont commencer les négociations en début d'année prochaine. Et nous savons que c'est nos commissions à New York qui vont faire la différence. Donc, ce qui compte, c'est tout le travail que nous allons faire avant New York. Et il faut que nos ministres, ceux qui s'occupent d'environnement, ceux qui s'occupent de DD, prennent contact avec les ministères des Affaires étrangères, alimentent le processus de négociation et fassent en sorte que le DD soit pris en compte dans l'agenda post-2015. C'est comme cela que nous ferons la différence. Donc, en bref, tout est bien, ce que nous avons dit est bien, ce que nous faisons est bien, ce que nous disons est bien, mais ce qui compte, c'est ce qui se passera après la conférence. Si nous voulons faire la différence, c'est cela qui est le plus important. Merci. Vous voulez la parole, mais je vous demanderai d'être bref. For the first one from Indonesia. Oui, alors tout d'abord, pour répondre à l'Indonésie, j'étais ravie d'entendre cette question parce que le premier rapport sur l'éducation pour la consommation durable était destiné à l'Indonésie. C'était extrêmement intéressant grâce à la participation et l'implication des autorités indonésiennes. Ce qui est important, c'est que pour que l'EDD se fasse au sein des communautés, pas seulement au sein des écoles, il faut s'assurer que les médias, les systèmes dans le pays sont organisés dans ce sens, car nous devons donner les informations en
dehors de l'école aussi pour s'assurer que les citoyens, les consommateurs ont bien en main les différents éléments pour comprendre ce qui se passe autour d'eux lorsqu'ils vont au marché, pour pouvoir décoder ce qui se trouve derrière un produit, pour être un membre actif dans la société lorsqu'il s'agit de gestion des déchets, efficacité énergétique, économie d'eau, etc. Donc l'école c'est important, mais il est vrai que les communautés c'est très important aussi. Alors le Kenya a souligné qu'il faut se préparer à relever des défis, et je dirais il faut aussi se préparer à identifier les opportunités. Les opportunités c'est l'aspect positif et les défis l'aspect négatif. Donc soyons positifs et pensons aussi aux opportunités. Ensuite, pour ce qui a été dit sur New York, etc., il est important que les capitales travaillent de concert avec New York. Il y a un processus qui devrait être défini. Il faut pas hésiter à s'appuyer sur la société civile. Ils font un travail excellent pour éduquer les diplomates à New York et les amener à changer d'avis. Et je suis convaincue que le DD va rester dans les objectifs. Hans? Bien écoutez, pour l'Indonésie, j'avais déjà mentionné le cas de Gajah à Jakarta, et les autorités indonésiennes ont inclus les communautés dans la politique de DD. C'est donc là un excellent exemple qui pourrait être diffusé dans les différents pays. Oui, ce qui se passe à l'échelle des communautés, c'est important pour permettre une autonomisation, pour relever les défis à l'échelle locale et pour aussi prendre conscience des opportunités locales. Pour ce qui a été dit par le Kenya, il sera très important vraiment d'en arriver à l'échelon local et régional. C'est pourquoi à chaque fois, il faut souligner que l'environnement, le développement, la société, eh bien, ça varie d'un endroit à l'autre et nous n'avons pas de solution unique. Et ça, je crois que c'est important. Et il est donc important aussi qu'il y ait constamment une pression du bas vers le haut. L'élaboration des politiques pour l'éducation au développement durable, eh bien, ça s'est toujours produit grâce aux pressions du bas vers le haut. Et ça doit rester en place. Merci, Rosa. Moi, je voudrais répondre à la question sur la petite enfance et les ressources nécessaires pour financer cela. Il faut comparer des choses comparables. Au Japon, 80% des enfants vont en maternelle dans des crèches privées. À l'époque soviétique, 30% des enfants y allaient chez nous. Aujourd'hui, c'est 20% environ. Et la plupart sont pour la plupart des crèches publiques. J'ai une fondation qui a pour principal objectif justement de répondre aux besoins de la petite enfance. Et cet été, nous avons organisé 35 crèches mobiles ou maternelles, et ce sont les comités qui nous permettaient de nous installer dans les différentes prairies. Et l'été prochain, j'aimerais pouvoir en ouvrir une centaine. Donc nous allons à la rencontre des enfants. Et ainsi, eh bien, on est en contact avec les parties prenantes, les parents, les comités chargés des prairies, et on les amène à participer au processus. Donc, ces établissements privés constituent aussi de nouveaux instruments pour faire en sorte que les enfants aillent en maternelle. Et c'est très difficile de trouver des ressources dans les pays avec des taux de natalité très élevés, mais nous devons agir et nous sommes convaincus que la petite enfance, c'est essentiel pour le développement des enfants. Je vous remercie. Je vous remercie pour les questions qui ont été posées. Tout d'abord, au Japon, il y a des objectifs
on compare changement climatique, réduction des risques de catastrophes, diversité biologique. Ce sont des questions à l'échelle mondiale et il est essentiel de traiter de ces questions. Ça, ce sont nos objectifs. Donc, pour ce qui est de la coopération entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation, de la Science et du Sport, eh bien, il y a des échanges entre les deux ministères en fonction des besoins. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous avons beaucoup d'expérience ici au Japon en termes de pollution, de catastrophes naturelles, et nous avons pu surmonter ces épreuves grâce à la coopération avec les communautés locales. Nous avons donc su tirer les enseignements de ces expériences. Et par ailleurs, les écoles sont en lien étroit avec les administrations locales. On ne coopère pas simplement pour coopérer, on coopère quand on a besoin de coopérer pour répondre aux besoins. Et sur la base de ces discussions, sur la base des besoins, on procède à un échange de vues, d'idées entre les différents ministères, les agences gouvernementales, et nous prenons les décisions sur la base de ce qui doit être fait. Merci. Merci. Alors, je suis désolée, nous n'avons plus de temps. Donc, nous allons entendre encore 3 questions. Désolée, là-bas, tout au fond de la salle, nous n'aurons pas le temps pour plus. Donc, veuillez donner le micro aux 3 premiers qui ont levé la main. Tout à fait au fond de la salle. Yes, okay. Gracias. Je vous remercie, Madame la modératrice. Une question à l'intention du panel de la part de la délégation du Mexique et en particulier du syndicat national des travailleurs de l'éducation qui réunit plus d'1,5 million de participants dans le pays. Et ma question porte sur 2 points. Tout d'abord, avec ces nouvelles règles, donc ces nouvelles règles du jeu pour le développement durable, que peut faire l'UNESCO pour des pays comme les nôtres? Et qu'est-ce que les enseignants peuvent faire, les enseignants du Mexique et de notre syndicat national de l'éducation dans le cadre de notre programme, donc la trajectoire verte qui vise à sensibiliser sur l'environnement? Qu'est-ce que nous pouvons faire? En effet, nous avons une frontière de 3000 kilomètres avec les États-Unis et ça a une incidence claire sur l'éducation et les thématiques de l'éducation. Merci. Thank you. No more questions from. Plus de questions là. On ne m'a jamais donné la parole finalement, alors que vous aviez indiqué que vous me la donneriez. Oui, merci. Je suis Dr Utote Masango du Zimbabwe. Oui, tout à fait, désolé. Oui, c'est plutôt une contribution qu'une question, je dirais. Je pense que ce qui fait défaut, c'est d'abord un examen des éléments qui faciliteraient le processus. Et au Zimbabwe, on a défini une politique nationale et notre politique nationale s'appelle l'agenda du Zimbabwe pour le développement socio-économique et durable. Et cette politique est étayée par 4 éléments, 4 piliers. La sécurité alimentaire et la nutrition, les services sociaux et l'élimination de la pauvreté, l'infrastructure et la valeur ajoutée. Et ensuite, au-dessus de tout ça, en tenant compte de ces différents éléments, on s'interroge sur le rôle que peut jouer le système éducatif. Il y a aussi une commission sur l'éducation et la formation qui actuellement, on révise d'ailleurs nos programmes scolaires pour voir comment est-ce qu'on peut inclure ces différents aspects dont nous parlons ici, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement tertiaire, en faisant en sorte que chacun participe. Toutes les structures gouvernementales participent au processus, de même que l'industrie, la communauté et
ils ont leur mot à dire en ce qui concerne l'éducation qui devrait être mise en place. C'est ce dont il s'agit lorsqu'on parle de l'éducation au développement durable. Et ça fonctionne, car on tient compte également de la situation économique. Merci. Donc, une dernière question au fond de la salle, et ensuite les membres du panel répondront. Veuillez donner le micro là-bas au fond. Tina Ngata, I'm speaking to you from Je viens de Nouvelle-Zélande et je représente donc ma tribu. Ces derniers jours, en effet, on n'a pas nécessairement mis l'accent sur les pratiques autochtones pour ce qui est du développement durable. Or, au-delà des premières impressions, on s'aperçoit que le développement durable a trait tout à fait directement aux pratiques autochtones. Et je me demandais si les membres du panel avaient conscience des pratiques et valeurs autochtones et de l'importance de ces pratiques pour le développement durable. Et par ailleurs, je souhaitais souligner que il y a d'ores et déjà des pratiques d'éducation au développement durable mises en œuvre et couronnées de succès de par le monde, donc dans le cadre des communautés autochtones. Et il est important de maintenir cet élan et l'implication des communautés autochtones dans ce domaine. Par ailleurs, bon nombre de nos communautés autochtones subissent de plein fouet l'impact d'autres questions qui ont une incidence sur notre capacité à répondre aux problèmes de développement durable. Donc la participation au sein des communautés autochtones va au-delà de ces simples aspects et comprend également la langue, la culture, etc. Merci. You want to start Arab, please? Arabe. Oui, très brièvement. Je ne vais pas répondre au nom de l'UNESCO. Je pense que mes collègues de l'UNESCO répondront directement aux représentants du Mexique. Et cela sera certainement très positif. Ce que je peux vous dire du point de vue du PNUA, c'est qu'il existe ce partenariat mondial de l'université en matière d'éducation. Et il est important de voir comment nous pourrions arriver à travailler ensemble. En même temps, dans le cadre du programme, nous avons en matière d'éducation et de style de vie durable de grandes opportunités de travailler avec vous et avec ce programme. Concernant les peuples autochtones et les cultures locales, nous avons appris progressivement à apprendre, à travailler avec eux et ils sont devenus un partenaire très important pour nous dans le cadre du programme de production et de consommation durable. Nous les reconnaissons, nous sommes conscients de la valeur de leur contribution. Ils constituent l'un des 9 groupes majeurs et nous avons d'ailleurs été invités à une réunion qui se tiendra à Rome le mois prochain. Donc nous sommes présents mais peut-être pas autant qu'on pourrait le souhaiter. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il réagir? Je devrais peut-être dire, concernant les relations entre le Mexique et l'UNESCO, qu'à vrai dire, les différentes parties prenantes sont représentées à l'UNESCO. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément d'échanges d'informations. Et si vous constatez la moindre défaillance, eh bien vous devez saisir l'occasion pour poser la question aux gens de l'UNESCO, ce qui vous permettra, je crois, d'apprendre les uns des autres. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir quels sont les facilitateurs. Mais qui sont-ils ? Parce que la politique, elle semble tout à fait raisonnable. Et
À propos de la Nouvelle-Zélande, je dirais que c'est précisément la raison pour laquelle nous disons tout le temps que les situations des communautés locales et régionales sont différentes à chaque fois. C'est la raison pour laquelle nous devons amener le DD à ces niveaux. Le DD, ça ne peut pas être une politique d'ensemble. Et c'est précisément ce qu'essayent de faire les centres régionaux d'expertise. Et je vous invite donc à contacter les gens de l'UNU-IAS pour voir ce qu'il est possible de faire compte tenu de votre situation particulière. Hans, merci. Bien écoutez, le temps a passé très vite. Je tiens à remercier tous les participants de leur présence. Je regrette infiniment que les nombreux orateurs, les nombreux intervenants qui souhaitaient poser des questions n'aient pas pu le faire. Alors je tiens à remercier tout particulièrement l'UNESCO, le Japon, Nagoya, qui ont organisé cette conférence. Et je tiens à remercier tout particulièrement les membres du panel que nous allons applaudir bien fort. Merci.